Tu es en couple depuis 6 mois. Tout se passe bien, mais il y a un détail qui te taraude. Tu n'as jamais rencontré ses amis intimes, ceux avec qui il partage ses secrets, ses dîners du dimanche, ses week-ends entre garçons. Tu as croisé des collègues, des connaissances, mais le cercle fermé, celui qui compte vraiment, reste invisible. Tu as posé la question 1 fois, 2 fois. Il a éludé. Pas le bon moment, ils sont occupés, tu verras quand ça sera le moment. Mais le moment n'arrive jamais. Tu commences à douter. Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce qu'il a honte de moi? Cette situation, elle est plus fréquente que tu ne le crois. Et elle n'est pas forcément un signal d'alarme, mais elle peut le devenir. Car derrière ce refus de te présenter à ses intimes, il y a souvent un mécanisme psychologique que peu de gens connaissent. Un mécanisme qui n'a rien à voir avec toi, ou presque. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi certains hommes gardent leur cercle intime hermétiquement fermé. On va explorer une étude fascinante sur la protection identitaire et je vais te donner 3 techniques concrètes pour sortir de cette impasse. Prépare-toi, ce que tu vas apprendre pourrait changer ta manière de voir la relation. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ton partenaire te cache ses amis et surtout, ce que tu peux faire pour que cette porte s'ouvre naturellement. Tu comprendras le rôle de l'identité dans la dynamique de couple, comment détecter les signaux sains des toxiques et tu repartiras avec des phrases précises à utiliser. Pas de conseils génériques, du concret, basé sur des recherches en psychologie sociale. Alors, si tu es prête à comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce comportement, reste avec moi. La croyance la plus répandue, c'est que s'il ne te présente pas à ses amis, c'est qu'il n'est pas sincère, qu'il te considère comme une option, pas une priorité. Les sites de conseils sentimentaux répètent en boucle « s'il ne t'intègre pas à son cercle social, c'est qu'il ne t'aime pas assez ». Alors on se met à interpréter chaque absence comme un rejet. On fouille ses réseaux sociaux, on imagine le pire. Mais cette lecture binaire est souvent fausse. Car pour beaucoup d'hommes, le cercle d'amis intimes n'est pas juste un groupe de potes. C'est un sanctuaire identitaire. C'est là qu'ils sont vraiment eux-mêmes, sans filtre, sans rôle à jouer. Présenter une partenaire, c'est exposer ce sanctuaire à un regard extérieur. Et ça, c'est potentiellement menaçant. Pas parce que la partenaire est indésirable, mais parce que l'enjeu est énorme. Si ses amis ne l'approuvent pas, c'est une partie de son identité qui vacille. Si elle ne s'intègre pas, c'est un conflit de loyauté. Alors il attend, il temporise, il protège. Et c'est là que la recherche de Felmli sur la protection identitaire entre en jeu. Cette étude montre que les individus protègent leur identité en contrôlant l'accès aux groupes qui la définissent. Plus un groupe est central dans l'identité d'une personne, plus elle est sélective sur qui elle y introduit. Pour un homme, ses amis d'enfance ou ses potes de fac ne sont pas des compagnons de loisirs. Ils sont les gardiens de qui il est. Alors, ne pas te présenter, ce n'est pas nécessairement un signe de désamour. C'est parfois un signe qu'il te prend suffisamment au sérieux pour avoir peur de tout gâcher. Le vrai mécanisme, c'est la gestion du risque identitaire. Quand il envisage de te présenter à ses intimes, son cerveau active une zone d'évaluation. Est-ce que tu vas t'entendre avec eux? Est-ce que tu vas les juger? Est-ce qu'ils vont t'accepter? Et surtout, est-ce que leur opinion de lui va changer à travers toi? C'est un calcul complexe, souvent inconscient. Plus il tient à toi, plus l'enjeu est élevé, et plus il peut paraître hésitant, voire fermé. Ce mécanisme s'appelle la protection identitaire par exclusion sélective, conceptualisée par Diane Felmli dans les années 2000. Dans ses travaux, elle montre que les individus gardent certaines relations ségrégées pour préserver des facettes distinctes de leur identité. Par exemple, un homme peut être le clown avec ses potes de lycée, le sérieux au travail et l'amoureux avec toi. Les mélanger, c'est risquer que ces identités entrent en collision. Et personne ne veut que son moi clown soit jugé par sa partenaire ou que son moi sérieux passe pour un poseur devant ses amis. Prenons le cas de Karim. 34 ans, architecte à Lyon. Karim est en couple avec Julie depuis 8 mois. Julie est designer, indépendante, très sociale. Elle a déjà présenté Karim à toutes ses amies et elle trouve étrange que lui ne fasse pas de même. Karim a un groupe de 4 amis d'enfance, des gars qu'il voit tous les vendredis soirs depuis 15 ans. Chaque fois que Julie évoque une rencontre, Karim trouve une excuse. Ce vendredi, on a un projet fou à finir. La semaine prochaine, Paul est en déplacement, quand ce sera calme au boulot. Julie commence à douter.
Un soir, elle lui dit « Karim, ça fait 8 mois. Tu ne veux pas que je rencontre tes amis? Tu as honte de moi ?» Karim se tend, il répond « Mais non, c'est pas ça, c'est juste, ils sont spéciaux, j'ai peur que ça ne colle pas. » Julie insiste « On ne saura jamais si tu ne tentes pas. » Finalement, Karim accepte d'organiser un dîner chez lui. Le soir du dîner, Julie arrive avec des fleurs, souriante. Les amis sont là, Antoine, le musicien un peu brusque, Samy, le commercial très extraverti, Lucas, le prof réservé, et Mehdi, le développeur qui parle peu. Le dîner commence bien, Julie rit des blagues d'Antoine, elle discute architecture avec Samy. Mais à un moment, Lucas dit « Julie, tu travailles dans le design? Tu pourrais nous refaire le site de l'association? On galère. » Julie répond, un peu trop enthousiaste « Carrément, je vous fais un devis, mais je peux vous filer un coup de main gratos. » Karim blêmit, il a l'impression que Julie s'impose, qu'elle prend trop de place dans son monde. Après le départ des amis, la dispute éclate. Karim, tu as été trop entreprenante. Avec Lucas, tu lui as presque promis de travailler gratos. Ça les a gênés. Julie, j'essayais juste d'être sympa. Tu m'as dit de m'intégrer, je l'ai fait. Karim, oui, mais pas comme ça. Tu ne les connais pas, tu ne peux pas débarquer et leur proposer des trucs. Ce que vit Karim, c'est précisément la protection identitaire. Il a senti que Julie, en s'immisçant dans les codes du groupe, menaçait l'équilibre fragile de son identité entre potes. Lui, dans ce groupe, il est le gars posé, pas celui qui a une copine qui prend les devants. En agissant comme elle le ferait avec ses propres amis, Julie a brisé un rituel implicite. Résultat, Karim a eu l'impression de perdre le contrôle de son cercle. Et plutôt que de remettre en cause son propre fonctionnement, il a blâmé Julie. Cette histoire illustre parfaitement le mécanisme. L'homme protège son identité en régulant l'accès au groupe. Sans le savoir, Julie a marché sur un terrain miné. Mais ce n'est pas de sa faute. Karim n'a jamais expliqué les règles implicites. Et c'est là que la communication devient cruciale. Alors, comment repérer si le refus de présenter est une protection saine ou un signal d'alarme? Pose-toi ces questions. Est-ce qu'il te parle de ses amis, de leur vie, de leurs blagues? Si oui, c'est bon signe. Il partage son monde, même sans rencontre. Est-ce qu'il a déjà intégré d'autres partenaires avant toi? Si oui, et qu'il ne le fait pas avec toi, demande-toi pourquoi. Est-ce qu'il est ouvert à des rencontres progressives, un par un, plutôt qu'en groupe? Un homme qui protège son identité sera souvent d'accord pour une présentation en petit comité. Le vrai signal d'alarme, ce n'est pas le retard de la présentation, c'est l'absence d'effort pour t'intégrer autrement. S'il ne te parle jamais de ses amis, s'il ne fait aucun pont entre vos vies, s'il garde une frontière étanche, alors oui, il y a un problème. Mais s'il est simplement prudent, tu peux travailler avec ça. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, ça t'évite de prendre le refus personnellement. Ensuite, ça te donne une clé pour agir. Au lieu de demander « Pourquoi tu ne me présentes pas ?», tu peux poser des questions qui dévoilent ses craintes. Enfin, ça te permet de co-créer un rituel d'intégration respectueux de son identité. Les relations sont des ajustements constants. Savoir pourquoi il agit ainsi, c'est déjà la moitié du chemin. Voyons maintenant comment concrètement tu peux ouvrir cette porte. 3 techniques issues de la psychologie sociale et des travaux sur l'intégration de groupe. Technique 1, la demande par curiosité identitaire. Au lieu de formuler une requête qui met la pression, « Je veux rencontrer tes amis », transforme-la en question sur son identité. Exemple exact, « J'aimerais comprendre comment tu es avec tes amis. C'est quoi ton rôle dans le groupe? Celui qui fait rire? Celui qui écoute ?» Cette question le fait te parler de lui sans le menacer. Il se sent vu, pas jugé. Une fois qu'il a verbalisé, tu peux dire « J'aimerais voir ce Karim-là, un jour si tu es d'accord. » La clé, tu ne demandes pas une rencontre, tu exprimes une curiosité qui l'invite à t'ouvrir la porte. Technique 2. L'offre d'un cadre sécurisé. Propose une rencontre supervisée par lui. Exactement. Si tu veux, on peut organiser un truc où c'est toi qui décides tout. Le lieu, la date, qui vient. Je te suis, aucun stress. Ça lui redonne le contrôle. Tu peux ajouter, on peut même faire un premier truc court, un verre en terrasse, et si tu sens que ça se passe bien, on reste. Le fait de savoir qu'il peut interrompre la rencontre à tout moment réduit son anxiété identitaire. Souvent, il accepte.
Technique 3. La normalisation par l'exemple. Raconte-lui comment tu as intégré un nouveau partenaire dans ton propre groupe d'amis. Par exemple, la première fois que mon ex a rencontré mes copines, j'avais peur qu'elles ne s'intègrent pas. Mais j'ai fait une petite bouffe et finalement, tout s'est bien passé. En partageant ta propre vulnérabilité, tu normalises sa peur. Tu lui montres que c'est une étape normale et que tu as déjà traversé ça. Ça crée un terrain d'empathie. Tu peux conclure : si tu veux, on peut faire comme j'ai fait. C'est toi qui invites, je viens en inviter. Tu pourrais penser : mais si je fais tout ça, je suis celle qui fait tous les efforts. Pourquoi c'est à moi de m'adapter ? C'est une objection légitime. La réponse : tu n'es pas en train de faire tous les efforts, tu es en train de comprendre son fonctionnement pour mieux communiquer. Une relation saine, c'est 50-50, mais parfois l'un des deux doit faire le premier pas pour débloquer une situation. Si après tes efforts, il ne bouge pas du tout, là c'est un vrai problème. Mais dans la majorité des cas, cette approche désamorce ses défenses. Autre objection : et si ses amis sont vraiment toxiques, qu'ils me rejettent ? Alors c'est une information précieuse. S'ils sont toxiques, c'est un signe que son identité est liée à un groupe malsain. Et ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu veux être avec quelqu'un dont le cercle intime est toxique ? Dans ce cas, la non-présentation te protège aussi. Mais si tu veux le savoir, tu dois tenter l'approche. Rappelle-toi le cas de Karim et Julie. Le problème n'était pas le refus de présenter, mais l'absence de dialogue sur les codes. Une fois que Julie a compris, elle a pu dire : « Karim, la prochaine fois, dis-moi comment tu veux que je me comporte. Je ne veux pas gêner, juste apprendre à connaître tes amis. » Et ça a tout changé. La clé, c'est la curiosité sans accusation. Alors, la prochaine fois que tu te heurtes à ce mur invisible, ne le prends pas comme un rejet. Prends-le comme une invitation à comprendre son labyrinthe identitaire. Pose les bonnes questions, offre un cadre sécurisé, normalise l'étape. Et si malgré tout ça, il reste fermé, pose-toi la question : est-ce qu'il protège son identité ou est-ce qu'il te protège de quelque chose ? La réponse, c'est toi qui la connaîtras. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains décryptages. Et toi, quelle a été ton expérience avec ce sujet ? Écris-le en commentaire, je réponds toujours. À très vite.